Ben, bienvenue à tous pour ce Caribe Expat Live. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait quand même un moment pour la rentrée. Nous sommes en direct donc tous les samedis à 9 heures heure des Antilles. Et si vous manquez le direct, vous pouvez le revoir sur notre site internet caribexpat.com, la page YouTube et nos réseaux sociaux. Donc, je vois que vous nous rejoignez au fur et à mesure. De Saint-Martin, très bien, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas à indiquer depuis où vous nous regardez, puisque moi, je serai hôte aujourd'hui pour ce Caribe Expat Live depuis Sainte-Lucie. Et puis, nos invités que je vais vous présenter au fur et à mesure, ils sont aussi dans différentes villes de l'Hexagone. Donc voilà. Et puis aussi, n'hésitez pas également, le plus important, c'est vraiment d'indiquer vos réactions, vos questions dans les commentaires, parce que c'est vous qui faites le live. Et puis, mis à part le site caribexpat.com, c'est aussi l'opportunité pour vous aujourd'hui d'échanger avec nos invités et de poser vraiment directement vos questions pendant le live. Donc, l'actu de la semaine sur caribexpat.com, c'est en ce moment en termes d'offres d'emploi, ce que l'on a en Martinique, c'est un poste de volontaire Interreg pour le projet Interreg TICA, qui est coordonné par la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique. En Guadeloupe, un autre poste de volontaire Interreg, cette fois pour la région Guadeloupe. Ensuite, il y a aussi un poste de communication specialist à Sainte-Lucie. Donc, pour ceux qui veulent me rejoindre, à l'OECS, donc à pourvoir. Donc, et enfin, en Martinique, des offres du cabinet de recrutement mobilité RH, notamment responsable technique, ingénieur études de prix bâtiment, ingénieur chargé d'opérations de travaux. Donc, ça, c'est pour la partie offre d'emploi. Ensuite, pour la partie événements, donc en ce moment, ce que les membres ont partagé, c'est essentiellement le salon du recrutement pour l'emploi en Martinique qui commence ce mois-ci. Et les petites annonces, il y a aussi des personnes qui recherchent un traducteur et la Bourse Mobilité Québec de la collectivité territoriale de Martinique, dont la date d'expiration approche pour les candidatures. Pardon. Je vous invite à aller directement sur le site caribexpat.com, rubrique communauté, puisque ces éléments-là que je viens de citer sont uniquement accessibles aux membres qui sont inscrits sur le site. Donc, n'hésitez pas à y aller, c'est gratuit. Bonjour à tous, bonjour Andy, Johan Pavadé, Lily Billon, Sarr. Alors, je pense qu'il y a un petit décalage, évidemment. Ne vous étonnez pas si vous voyez que je ne vous salue pas tout de suite ou si vous laissez des commentaires ou des questions et vous voyez que je ne réponds pas tout de suite, c'est normal. Donc, le thème de ce premier Caribe Expat, départ vers l'Hexagone, les clés pour s'adapter au changement et bonus à la fin du live, nos guides, nos fameux guides Caribe Expat. Donc, vous avez déjà dû voir les teasers sur nos réseaux sociaux. Donc, j'espère qu'ils vont vous plaire. Et puis, on attend aussi, bien sûr, vos retours, vos réactions dessus. Et je vous mettrai le lien en fin de live. Alors, donc aujourd'hui, on part pour une destination qui n'est pas forcément très exotique, mais voilà, on est en France hexagonale, donc c'est la première destination de ceux qui choisissent de quitter les Antilles et la Guyane. Et pourtant, partir à plus de 6000 km, ce n'est pas forcément chose facile. Donc, que ce soit pour étudier ou travailler, et bien sûr, ça allait encore moins quand on part seul. Donc, quelle démarche faire avant votre départ? À quelle aide financière pouvez-vous prétendre? Comment trouver un logement? Et surtout, comment s'adapter à ce nouvel environnement? Autant de questions liées au nouveau challenge que vous êtes lancé. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons justement 3 intervenants. Donc, Jordan Guillon-Firmin de Saint-Martin, qui est membre du comité de direction de l'association Pélicarus, qui existe depuis 2014 et, euh, et qui notamment aide les Saint-Martinois qui arrivent dans l'Hexagone. David Favel, qui est vice-président de la Maison des Outre-mer à Lyon, qui existe depuis 2018 et dont l'objectif, c'est d'aider à l'installation et l'intégration des originaires d'outre-mer dans la région de Lyon. Et Bastien Cafournet, qui est coprésident de l'association Sciences O. Donc,
nous n'avons pas pu avoir Loïc Louisy-Louis, le délégué de jeunesse outre-mer Guadeloupe, et Didier Valton de Plis FOS 13, comme nous l'avions annoncé. Mais bon, je pense qu'on aura l'occasion de les rencontrer, par exemple, au prochain live ou à un autre samedi. Donc, ce n'est pas perdu. Alors, bienvenue aux intervenants. Ben, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps vous vivez dans l'Hexagone et est-ce que vous souvenez de votre première semaine quand vous êtes arrivé ici? Qui commence? Alors, David, vas-y. Ouais, ouais. Bonjour à tous. Ma première semaine dans l'Hexagone, oui, je m'en souviens. Euh, je, je suis arrivé ici, en fait, à l'époque, on faisait encore le service militaire appelé. Ça fait déjà un petit bout de temps. Mais je suis venu dans un vol civil, quoi, pas par un vol militaire. Ma tante est venue me chercher à l'aéroport. D'accord. C'était le 21 mars 1997, le jour du printemps. Il faisait un soleil radieux. Il y a un truc qui m'a choqué, que je ne peux pas oublier à vie. C'est qu'il faisait ce soleil radieux, mais qu'il faisait un froid de canard. Et que ça m'avait marqué parce que je me suis dit, comment il fait pour faire aussi beau et faire aussi froid en même temps? Eh ben oui. Ça m'avait frappé. Et, et, euh, et donc voilà, quoi. C'était mon premier jour. Bon, ma première semaine, proprement dite, a été quand même assez agréable puisque j'étais dans la famille. Hein. La première semaine, j'étais dans la famille. J'ai eu la chance d'arriver chez des gens qui étaient déjà installés, des cousins, des cousines qui étaient là sur place et qui avaient plus ou moins mon âge, 20 ans à l'époque. Donc, du coup, j'ai été parfaitement intégré. J'ai un très bon souvenir de mon arrivée sur Lyon. D'accord, très bien. Donc, ce qui t'a marqué, c'est surtout la température déjà. Je pense comme nous tous, hein. Oui, et pourtant, Et c'était le genre, printemps, c'était le jour du printemps, pourtant. exactement. Donc, ça annonçait de belles choses, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Et alors, Jordan, de ton côté, est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience, tes premiers jours, si tu te souviens? Ben, moi, ça fait maintenant 10 ans que je suis en France hexagonale, plus précisément à Montpellier. Et moi, D'accord. la première chose qui m'a choqué, c'était les transports en commun. Parce que à Saint-Martin, lorsqu'on demande un bus, c'est toujours avec la main, on dit au bus de s'arrêter. On n'a pas vraiment un réseau. Et de venir justement dans une ville où il y a genre, tout un réseau, il fallait s'adapter, regarder des applications et tout, ça a été ça a été déjà une première expérience difficile en les premiers jours, mais toute la semaine, j'ai pu m'adapter facilement. J'ai eu la chance justement d'avoir mes parents qui sont venus m'installer parce que j'étais parti pendant des études. Et étant donné que j'étais à Montpellier, il faisait assez chaud comme à Saint-Martin, donc là, ça Ah allait. oui, Mais après ça, ma première semaine, elle a été assez particulière parce que j'ai été en présence de ma mère pendant 5 jours. Et dès lors qu'elle m'a quitté, elle m'a fait quelque chose assez cocasse. Elle a oublié de faire justement un renouvellement d'achat de différentes choses que j'avais besoin pour la maison. Et une fois qu'elle est partie, j'avais constaté qu'il fallait genre, ranger ou nettoyer un peu. Et ben, je me suis jamais retrouvé parce que je savais pas où étaient les produits. J'étais allé au géant casino du coin. Je retrouvais plus les mêmes marques à Saint-Martin. Et donc, du coup, c'était assez choquant parce que je savais plus par où regarder. Et ça a été le début d'une très longue aventure et une longue adaptation qui aujourd'hui s'est bien passée. d'accord, d'accord. Donc là, tu as grandi d'un coup, en fait. Ah ouais, d'un seul. Et Jordan, et pardon, Bastien, pardon. Oui, bonjour à tous sur le Facebook et merci pour l'invitation. Alors, premièrement, je tiens à m'excuser par rapport à ma connexion puisque j'ai la vidéo qui frise un peu et qui apparaît et des fois disparaît en fonction de l'intensité de la connexion puisque je ne bénéficie pas d'une très bonne connexion dans ma résidence universitaire. D'accord. Donc, pour ma part, je suis arrivé à Paris, ça fait pas très longtemps, c'était en 2018. Donc, c'est ma quatrième année en dehors du département, enfin de mon département d'origine à Maragalante en Guadeloupe. Donc,
moi, ma première semaine, c'était assez difficile pour moi parce que même si je m'étais déjà préparé mentalement à partir, j'étais très attaché à mon territoire d'origine, à ma famille, à mes habitudes. Et j'ai vécu cela comme une espèce de déchirement. Donc, c'était vraiment assez dur d'arriver en métropole. Euh, mais heureusement, j'étais quand même bien entouré parce que j'avais ma famille qui était venue avec moi. Donc, moi, ce qui m'a choqué, comme je pense un peu comme nous tous, hein, qui venons de ces latitudes, c'est bien sûr la température qui était vraiment, vraiment très, très froide. Enfin, pour la France, c'est une température qui est normale, mais pour nous, des tropiques, c'est assez compliqué. C'était vraiment très compliqué à gérer. Et on avait tendance à dire avec ma soeur, pour la petite histoire, que le soleil en France était inutile parce qu'il était là, mais on ne sentait pas l'effet, on ne sentait pas la chaleur du soleil et c'était vraiment terrible. Et ma première semaine, c'était une semaine d'adaptation, donc il y avait des moments faciles et des moments un peu plus compliqués. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé et ce que j'en retiens personnellement, c'était que ça m'a permis de grandir et de mûrir, d'acquérir beaucoup en maturité et puis d'apprendre sur moi-même aussi. D'accord, très bien. Et donc, en fait, vous œuvrez chacun dans des structures différentes. Donc, est-ce que, on va commencer par David, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps la Maison des Outre-mer à Lyon existe? Et puis, quelle est votre mission et comment est venue, quelle a été la genèse du projet? Alors, la Maison des Outre-mer a été inscrite au journal officiel le 3 février 2018. Donc, c'est assez récent. Euh, Surtout quand on sait que nos activités ont été amputées par 1 an et demi de Covid. Oui. Voilà, ben s'il faut, je reviendrai là-dessus. Donc, du coup, alors, cette association, j'ai grandi en Guadeloupe, donc jusqu'à 20 ans. Et quand je suis arrivé ici, il y a quelque chose qui m'a frappé. Alors, je vais être très clair. On m'a élevé dans la diversité. Alors, je connaissais des Syriens au pays, il y avait toujours des Syriens et tout ça, mais dans l'acceptation de tout le monde. Et moi, je suis arrivé ici, j'ai découvert des Arabes, des Chinois, un peu des gens du Nord, des gens un peu partout, que je ne connaissais pas spécialement au pays. Et, euh, et j'ai découvert un truc, c'est-à-dire qu'en Europe, il y avait quand même plus ou moins une forme de classification des couleurs, et que nous, les Noirs, on était tout en bas. J'ai découvert ça ici, j'ai pris ça en pleine face. C'est pas quelque chose que j'avais intégré au pays, c'est pas quelque chose que j'avais ressenti. Et du coup, au fur et à mesure de mon évolution ici, mon travail, la naissance de mes enfants et tout ça, j'ai pris conscience que toutes les autres communautés, justement, fonctionnaient en communauté. Et que le seul modèle opératoire efficace était une forme de modèle communautaire, pas fermé, mais d'entraide et d'échange entre les gens d'origine commune qui faisait qu'ils avançaient ensemble et que l'argent, les plans, les situations circulaient entre eux. Donc, fort de ce constat, avec un groupe d'amis, on a décidé de monter au bout d'un moment la MOM, donc la Maison des Outre-mer qui, à travers 5 pôles, santé, sport, entrepreneuriat, culture et logement, nous permettent d'accueillir et d'interagir avec les ultramarins. Au début, c'était, bon, on est beaucoup d'Antillais, mais on a élargi ça parce qu'on a vu qu'il y avait aussi d'autres frères qui venaient d'autres îles et qui vivaient exactement les mêmes choses que nous. Donc voilà. Et du coup, à travers ces 5 pôles, on s'est dit qu'on allait interagir et créer du lien afin, nous aussi, qu'on puisse avoir un peu comme ça, créer du réseautage, créer donc de l'accueil et permettre à nos compatriotes de bien s'installer, sachant que bien s'installer, c'est justement arriver dans un réseau où on est bien accueilli. Et comment être mieux accueilli que par ses frères. Voilà. Pour pas se Voilà sentir l'idée de perdu, départ. justement. Voilà. Et donc, voilà, donc, c'était l'idée de départ que nous avons bien évidemment déclinée en plusieurs, je dirais, sous-dossiers, quoi. Mais dans tous les cas, c'est l'idée de départ, c'est l'idée qui est à la genèse justement de ce projet.
Ouais. Très bien. Alors, je vais passer la parole à Jordan maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Pellicarus et même comment vous avez choisi le nom parce que c'est un nom original? Mhm. Eh bien, moi, je suis arrivé, Pelicarus, a été créé en 2014. Moi, je suis arrivé en 2016 et justement, j'ai posé cette même question. Pourquoi Pelicarus? Eh bien, c'est un mélange de pélican, qui est justement Un des l'animal emblèmes emblématique de et de Saint-Martin, Saint-Martin, oui. et Icare pour l'histoire grecque. Et donc, du coup, les cofondateurs ont utilisé ces deux choses pour former le mot Pilicarus. Parce que c'est quelque chose qui tenait assez beaucoup. Ça a été réfléchi, ils ont pratiquement pris un mois pour décider. Et nous, Pelicarus a été né un petit peu comme David. Nous, à Saint-Martin, pour ceux qui connaissent, c'est une très petite île. Et on doit envoyer à peu près 200 ou 100 élèves chaque année en France hexagonale pour poursuivre les études. Et on a trouvé assez dommage, justement, par mon expérience aussi, que une fois arrivé en France hexagonale, pour tous ceux qui ont pas forcément l'information, eh bien, c'est pratiquement un parcours du combattant. Donc, on s'est dit que Saint-Martin a à la fois un atout et un avantage qui est sa petitesse et qu'on devrait justement utiliser ça pour rassembler l'information, le centraliser et faire en sorte que tous les étudiants puissent avoir la bonne information pour pouvoir poursuivre leurs études. Donc, euh, de cette justement pensée, eh bien, on a créé Pelicarus. Nos actions sont assez simples. On a le parrainage qui est pour faciliter justement l'installation des jeunes de l'île en France hexagonale. Donc, on intervient un peu partout sur le territoire. Et de l'autre côté, on a aussi le retour au pays où c'est assez particulier parce que Saint-Martin aussi est assez particulier, où on se permet de mettre en avant certains profils pour certaines entreprises afin de faciliter l'intégration parce que comme chaque territoire d'outre-mer, eh bien, c'est pas forcément aussi facile de rentrer au pays. Donc, on essaye justement de faciliter le tout grâce aux institutions locales et aux entreprises pour faire en sorte que tout se passe assez bien. Mais nos actions ressemblent pratiquement à ceux de David. Et c'est très intéressant parce que c'est une chaîne de solidarité qu'on peut retrouver un peu partout en France hexagonale. Très bien. Et Bastien, à ton tour, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Sciences O? Alors, Sciences Po, ça a été créé, c'est une association de l'école Sciences Po Paris qui a été créée il y a 10 ans. Donc, je n'étais pas encore à Sciences Po à cette époque-là, mais ça a été créé par un petit groupement d'intellectuels ultramarins et particulièrement la première présidente de Sciences Po qui s'appelle Julie Arnaud et qui, elle, est métropolitaine, mais avait vécu quelques années dans un territoire des Outre-mer. Donc, une fois arrivés à Sciences Po, ils se sont rendus compte que les Outre-mer étaient très peu représentés à travers les cours, les activités culturelles et même les associations. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas créer quelque chose pour pouvoir faire entendre notre voix. Donc, c'est de là qu'en 2011 a été créé Sciences Po, dont le but premier a été de vouloir promouvoir les Outre-mer à Sciences Po. Donc, après ça, l'association s'est développée autour de plusieurs pôles. Donc, premièrement, la première mission, ça a été de pouvoir faire entendre la voix des Outre-mer à Sciences Po et pouvoir faire connaître aux métropolitains les enjeux des Outre-mer pour éviter des erreurs fondamentales. Comme par exemple, c'est un exemple que je prends souvent, l'exemple de Macron qui dit que la Guyane est une île. Donc, c'est pour éviter que les métropolitains de Sciences Po, qui sont amenés à devenir les décideurs de demain, ne puissent pas prendre des décisions hasardeuses sur les Outre-mer et en ayant la connaissance des enjeux, des tenants et des aboutissants de ces territoires. Ensuite, il y a quelques années, on s'est penché sur la question de la formation des jeunes ultramarins et des lycées ultramarins qui voudraient intégrer Sciences Po, puisqu'on s'est vite rendu compte au début qu'on n'était pas nombreux. Par territoire, je me rappelle, il y a peut-être 5-6 ans de cela, on avait un admis une année comme ça
à Sciences Po en Guadeloupe. Et à chaque fois qu'il y avait un admis en Guadeloupe, ça faisait les grands titres des journaux, puisque c'était vu comme quelque chose d'exceptionnel, tellement on n'était pas nombreux à intégrer Ah cette oui, école, vu la sélectivité au concours d'admission. Donc nous, on s'est dit, oui, il faut, pour que nos territoires soient mieux gérés, que les métropolitains connaissent nos enjeux, mais il faut que nous aussi, on prenne la dimension intellectuelle de ces choses et que nous aussi, on se forme pour pouvoir nous aussi répondre aux enjeux de nos territoires. Donc là, on s'est investi vraiment dans la formation des jeunes des territoires à travers ce que nous, on appelle le pôle accueil. Donc, c'est un pôle qui va accompagner les jeunes de terminale des lycées à pouvoir remplir leurs dossiers, préparer aux oraux blancs pour pouvoir arriver dans les meilleures conditions au concours d'admission à Sciences Po. Donc, ce qui fait que maintenant, une Guadeloupéenne tous les 2 ans, tous les 3 ans ou 4 ans, on arrive à avoir au moins 5, 6, 7 Guadeloupéens, 5 Martiniquais, 5 Réunionnais, enfin de tous les territoires, on arrive à avoir des chiffres assez constants et assez importants qui nous permettent de pouvoir être assez nombreux maintenant dans chaque promotion à Sciences Po. Et enfin, cette année, on essaie de se spécialiser vers une dernière mission, puisque comme le disait Frantz Fanon, chaque génération doit choisir dans une relative opacité une mission, la remplir ou la trahir. Donc nous, on choisit de la remplir. C'est bien sûr le sujet de la fuite des cerveaux. Et, à travers, on va essayer cette année de remplir un rapport où on va donner nos solutions, nos perspectives et bien sûr notre expérience en tant qu'étudiant sur le sujet de la fuite des cerveaux pour pouvoir permettre au maximum des jeunes diplômés des Outre-mer de pouvoir rester dans leur territoire, de pouvoir dans, œuvrer pour leur territoire ou bien un territoire qui se rapproche. d'accord. Ben, en tout cas, il y a quand même parmi vos 3 structures, il y a quand même quelque chose qui est en commun, c'est justement l'entraide, puisque ben, c'est essentiel pour l'adaptation. Et vous êtes bien conscient, enfin, on est bien conscient que certes, on est dans le même pays, certes, on est chez nous, mais ce n'est pas le même environnement et qu'il y a quand même un aspect de communauté et de choc culturel quelque part. Donc, est-ce que vous avez justement, chacun de vous, noté des difficultés par rapport aux adhérents de vos associations respectives? David, par exemple. Des difficultés, est-ce que tu pourrais préciser, s'il te plaît? Ben, en fait, tu nous as parlé du manque de représentativité et de certaines problématiques. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner des exemples plus concrets et nous expliquer justement ben, en quoi Les problématiques. ça gêne en fait Voilà. l'adaptation? Quand on arrive, tu nous as expliqué qu'en fait, il y a un certain nombre de différences qu'on constate uniquement parce qu'on est dans l'Hexagone et qu'on n'était pas conscient avant de quitter nos territoires. Oui, exactement. Oui. Alors, moi, de ce que j'ai pu constater, euh, 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 je- euh, la différence est essentiellement sociale et administrative à un certain niveau. C'est-à-dire, il y a, euh, il y a un vrai choc social. Alors, Guadeloupe, Martinique, ça va. On a un style de vie Qui est assez, proche. on va dire, proche de ce qui se passe un peu dans l'Hexagone. On a les Mhm. administrations, on a plus ou moins tout. Je dis ça parce que nous, c'est la maison des Outre-mer. Donc, on a des territoires, Tahiti et tout ça, d'autres endroits où c'est un peu plus, comment je veux dire ça, à l'ancienne, pour dire ça comme ça, où il y a des gens qui subissent un choc culturel, un choc social, mais terrible. Quand on vient de certains coins et qu'on arrive dans Lyon, en fait, ils font un voyage vers la France, mais en fait, c'est un voyage vers le futur. Ils arrivent dans un endroit où socialement, ils sont déconnectés. S'ils ne rencontrent pas, par exemple, je prends l'exemple de Tahitiens, voilà, il faut voir ça vraiment comme une illustration du propos, hein. Oui, Pour dire que ils peuvent être, ils peuvent arriver ici et se dire, mais voilà quoi, déjà c'est du béton partout. Socialement, les gens ne sont pas du tout comme chez nous, où on passe, on connaît tout le monde, on dit bonjour, il y a un proverbe africain que j'aime bien qui dit, il faut 2 personnes pour faire un enfant et tout un village pour l'élever. oui. Moi, je viens d'une époque où en Guadeloupe, c'était encore comme ça. En Guadeloupe, Martinique, c'était ça.
je ne m'exprimerai pas sur maintenant, mais c'est ça. On vient de culture où c'est comme ça. Tout le monde se connaît, tout le monde on est ensemble. Il y a socialement quelque chose. Ça se passe en France aussi, mais dans des villages un peu plus. Voilà. Quand on est dans les grandes villes, pour parler des grandes villes françaises, c'est un choc social déjà, culturel, social. Et ensuite, un choc administratif parce que ici, c'est un pays d'administration. Chez nous, on peut passer à travers les gouttes dans C'est certains moins endroits, certaines formel. villes. C'est C'est moins moins formel formel, chez on peut se nous. débrouiller. On peut se débrouiller. Ici, tu n'as pas rempli le formulaire, tu es à la rue. Déjà, il faut que tu saches que le formulaire existe. Il faut que tu saches que tu as droit à certaines choses. Parce que la plus grande chose, c'est d'avoir accès à l'information, en fait. À l'information, sur ce qu'on peut faire, ce qui est faisable, ce qu'on peut solliciter comme aide ou assistance ou conseil, ce genre de choses-là. Donc, les gens sont un peu perdus dans une forme de, de ils sont submergés administrativement, voilà, parce que ce sont des choses voilà, qui ne sont pas évidentes, qui sont pas évidentes. Et donc, ça, c'est un vrai frein à l'installation des gens ici. J'ai d'ailleurs connu plusieurs jeunes qui sont venus et qui sont repartis au bout d'un an ou au bout de quelques mois parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter à ce rythme. Il y a un rythme de vie Oui. et à cette exigence administrative, je dirais, et à cette pression sociale, il faut le dire aussi. Donc, c'est ces trois points qui, pour moi, sont vraiment clés à l'arrivée des gens sur le territoire métropolitain et qui font que ce sont des obstacles majeurs pour certains à une intégration parfaite. D'accord. Et de ton Voilà, côté, Jordan? Oui. C'est une liste non exhaustive. Hein, je veux dire, Oui, j'imagine bien. voilà. Je suis sûre que Jordan va compléter avec d'autres exemples et d'autres chocs culturels ou d'autres différences que tu as pu noter parmi les adhérents de Pelicarus, par exemple. Oui, ben, comme Bastien est en train de dire, lors de sa première semaine, eh ben, ça a été pratiquement un choc pour lui parce qu'il avait ses habitudes. Et justement, ces habitudes sont calées par rapport à ce que tu disposes sur le terrain, sur le territoire. Par exemple, pour illustrer ce que David était en train de dire, il y a certains territoires qui ont un retard technologique. Moi, ingénieur informaticien, je suis bien placé pour le savoir. Euh, il y a beaucoup de personnes qui, dès lors qu'ils sont confrontés à certaines infrastructures ou autres, dès les 2 premiers jours, eh bien, tu te poses éternellement 50 000 questions à savoir comment ça fonctionne et tu regardes autour de toi que tout le monde y arrive. Donc, c'est principalement ce que nous, on a relevé. Donc, le retard technologique, les habitudes, il y a aussi la méthode, dont la méthode de travail. Bon, C'est je vrai. parle que pour Saint-Martin, je ne peux pas parler pour les autres territoires, où c'est pas forcément pareil. Les personnes qui vivent en France hexagonale, les plus jeunes, ont déjà eu l'expérience de pouvoir partir une semaine Oui. dans une autre ville, loin des parents, donc apprendre, entre guillemets, à se démerder, alors qu'à Saint-Martin, c'est pas forcément le cas. Ils ont déjà tout ce retard et une fois qu'ils sont arrivés, eh ben, pendant un mois, c'est de rattraper tout ce retard qu'il y a pour pouvoir être au même niveau que tout le monde. Et c'est là où, fondamentalement, euh, le décrochage peut se passer. Et je suis très heureux de savoir, justement, dans les différentes structures aujourd'hui qui sont présentes dans ce col, qu'il y a cette chaîne de solidarité parce que c'est à ces moments-là où c'est le plus difficile parce que, comme on dit, il faut raccrocher au wagon. Donc, c'est vraiment compliqué. Et nous, chez nous, à Pélicarus, c'est ce que nous, on a mis en avant. C'est ce qu'on passe pratiquement un mois à expliquer aux jeunes une fois qu'ils sont arrivés en France hexagonale et en allant dans les écoles pour leur dire, eh bien, administrativement, comme David est en train de se dire, ça va se passer comme ça. Oui, mais non, mais il faut faire ça. Tu dois passer par là. Si tu le fais pas, tu vas te retrouver dans certains soucis. Et malheureusement, il y en a certains. Et c'est là Qui ne où suivent pas, oui. voilà. Et c'est là où, justement, nos structures prennent le relais pour les aider et surtout faire en sorte qu'on ait le moins d'échecs que possible parce que tout le monde peut avoir une très belle carrière, tout le monde peut s'adapter. On a vu
vraiment des personnes qui ont des cas vraiment atypiques réussir. Donc, pourquoi eux et pas les autres? Donc, aujourd'hui, je suis très content d'être en présence des structures ici et d'entendre ce qu'ils font parce que ça motive un peu parce que beaucoup d'entre nous sont bénévoles. Et donc, Bastien? Alors nous, une fois qu'on a intégré Sciences Po, il faut pouvoir y rester. Et ça, c'est l'étape où on va justement aider à l'adaptation. Puisque y accéder, c'est difficile, mais y rester, c'est d'autant plus. C'est plus difficile, oui. Donc, on arrive avec, en métropole avec des habitudes qui sont différentes, des habitudes de travail qui sont différentes, des habitudes de vie qui sont différentes, comme David et Jordan ont dit. C'est vraiment un monde qui est différent. Donc, avec la continuité, on va utiliser la continuité du parrainage de mentors qu'on a utilisé pour l'admission et le continuer sur la première année d'études où les mentors qui, eux, ont déjà vécu ce choc culturel, social et économique vont accompagner les jeunes qui arrivent en première année. Donc, ça va être en donnant des conseils pratiques sur la vie de tous les jours, mais aussi des conseils sur les cours, parce qu'on arrive en première année avec une charge de travail qui est importante, des habitudes de travail qui sont différentes. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir aider à pouvoir supporter tous ces changements assez rapidement, car c'est aussi une école qui fonctionne assez rapidement. Donc, c'est vraiment à travers ces choses-là qu'on va aider à la première adaptation. Et ensuite, une fois que l'on est installé en métropole, l'association organise aussi des soirées, des pique-niques pour retrouver l'esprit, comment dire, l'esprit de communion qu'on a dans les territoires ultramarins et qui peut manquer des fois à certaines personnes et qui peut psychologiquement vraiment avoir des conséquences énormes sur la scolarité. Donc, on organise vraiment ce genre d'événements pour se retrouver entre nous, pour les nostalgiques, vraiment se rappeler de la vie, comment elle est là-bas, pourquoi on est ici, dans quel but on est en métropole. Donc, vraiment, on organise des événements pour essayer de se rassembler, de toujours garder la culture ultramarine en avant. Alors justement, j'allais y venir. En fait, départ vers l'Hexagone, les clés pour s'adapter au changement. Donc, en quoi vos différentes structures aident? Est-ce que vous avez des retours positifs des adhérents? Est-ce que vous avez... quels sont les modèles qui vous ont inspiré, par exemple, pour créer des programmes, si vous avez des programmes d'intégration? Alors, j'ai entendu parler de mentorat, par exemple. Et puis, je sais que David, la Maison des Outre-mer, tu avais aussi organisé une action pour qu'on prenne davantage en compte les problématiques des originaires des Outre-mer, en tout cas dans la région de Lyon. Donc, est-ce que tu peux nous donner plus de détails à ce sujet, au sujet de vos actions? Oui, alors, nous avons, depuis 2018, initié un certain mouvement sur un axe qui est, comment je dirais, celui de, du lobby. Du lobby, il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que nous, on s'est dit qu'il faut, à un moment donné, pour être reconnu et aidé, enfin, en tout cas, pleinement reconnu à notre juste valeur, il faut qu'on existe. Il faut qu'on existe médiatiquement, économiquement, et puis je dirais au niveau d'un cercle de communauté. Il faut qu'on existe. Et donc, du coup, nous avons participé à des événements comme la Journée des Outre-mer qui est organisée à Lyon sur la ville de Vaux-en-Velin, donc par une autre association qui s'appelle Lyon Outre-mer, qui organise donc chaque année la Journée des Outre-mer. Ça se passe quand? Ça se passe quand? Ça se passe en général en février. D'accord. En général, première quinzaine de février, il y a un week-end où c'est donc la Journée des Outre-mer. Et donc, beaucoup d'acteurs ultramarins de la région sont présents, acteurs économiques ou juste des ultramarins présents qui viennent et qui se réunissent. Il y a de la scène ou
des artistes ultramarins passent. Et voilà. Et À donc peu voilà, près c'est combien vraiment de un week-end où les personnes? gens. Ça dépend. La dernière fois, je pense que sur une journée, il y avait eu. Enfin, alors, il y a eu le Covid, mais, on va dire 2008. Il me semble qu'il y avait 3000 personnes dans la journée. Ah oui, d'accord. Passées. Ouais, ouais, D'accord, ouais, donc c'est ouais, ouais. C'est vraiment dans une grande salle. un événement de référence à connaître. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, dans la ville. Parce que la maire de Vaux-en-Velin, elle est ultramarine. Elle s'appelle Mm. Hélène Geoffroy. Et donc, elle porte bien ce projet. Et donc, voilà. Alors, elle a été ex-secrétaire d'État à la ville. Voilà, c'est une ultramarine. Et nantillaise. Et donc, du coup, voilà, donc on a participé à des événements comme ça. Et nous, de notre côté, on organisait, je te prenais lorsqu'on avait préparé ce call, l'exemple des élections. Alors, nous, la Maison des Outre-mer, on ne fait pas de politique proprement dite. Même si le fait de s'intéresser à la cité, c'est déjà faire de la politique, mais s'intéresser à la vie de la cité. Mais on n'est pas, on suit pas de parti parce qu'effectivement, nos adhérents sont de tous bords et on va certainement pas s'afficher ou prendre parti. Mais ce qui est certain, c'est que à la manière des Américains, j'aime bien prendre cet exemple, des présidents américains qui, lorsqu'ils veulent être élus, vont chercher le vote noir, vont chercher le vote mexicain, vont chercher certains votes. Il faut que nous aussi, à un moment donné, on existe par notre capacité à nous fédérer autour de certains projets, pas, mais en tout cas à exister sur ces terrains-là. Souvent, il arrive qu'on se désintéresse de ce genre de sujet. Ici, en Hexagone, peut-être que localement au pays, beaucoup de gens votent. Ici, en Hexagone, des fois, les gens mettent un peu ça de côté. Et donc, du coup, on a à l'HEIP, École des hautes études politiques de Lyon, la rue de Marseille Oui. à Lyon, un ultramarin qui est là-bas, qui est quand même bien placé là-bas, qui nous a mis à disposition un amphithéâtre où on a, en 2019, réuni les candidats aux élections métropolitaines et la métropole de Lyon. Et ils sont venus, et c'était la première fois que ça se faisait. Je dis, je ne sais pas si ça avait déjà été fait dans cette formule-là. Ils sont venus juste pour rencontrer des ultramarins, de manière communautaire, rencontrer des ultramarins et écouter leurs questions, leurs demandes et leur positionnement. Et nous, on disait à nos confrères ultramarins, écoutez, il y aura un parterre il y avait quasiment tous les candidats, sauf les Verts, qui n'étaient pas là. Il y avait tous les candidats. Et, et ce qui est un tour de force, hein, croyez-moi, mettre tous ces partis-là l'un à côté de l'autre, juste pour nous, ultramarins, ils ne se déplacent pas. On ne compte Oui, pas, en fait. Mais là, ils j'imagine. sont venus. On a fait beaucoup de réunions préparatoires et tout. On a vraiment pu faire ça. On en est très fiers. Et donc, du coup, devant un parterre de 200 ultramarins, à qui on a dit, écoutez, nous, on ne vous dit pas pour qui voter. Ce n'est pas notre rôle. On vous dit juste que si vous voulez obtenir des choses, il faut exister pour ces gens-là. Ces gens-là cherchent des voix. Vous êtes potentiellement des voix. Mais pour que ça puisse matcher, il faut qu'ils puissent entendre vos revendications. Et peut-être qu'en écoutant vos revendications, ils diront, ben, vous savez quoi, dans mon programme, je vais mettre ça. Parce qu'effectivement, je ne savais pas que vous aviez ce genre de difficultés. Je ne savais pas que vous aviez ce Voilà. genre de besoin. Et que maintenant que vous êtes devant moi, j'entends ça, eh ben, je vais rajouter à mon programme ça parce qu'effectivement, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Dans l'optique de dire à un moment donné, il faut arrêter de se plaindre. Il faut exister maintenant. Il faut exister. Il faut exister économiquement. Il faut exister comme force politique aussi. Et quand je dis politique, ce n'est pas un parti, mais c'est un groupe capable d'influer sur ça. Donc, on a pris ce parti-là. Et donc, ça s'est tenu en janvier 2019. Et donc, on met en place aussi un peu ce genre d'action pour dire existons en tant qu'entité. Ce qui me permet de dire, petite parenthèse là-dessus, Oui. pour revenir à la genèse de tout ça, il y a aussi une question qui s'est posée à nous, c'est le sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, bon, la notion, on est la maison des Outre-mer, mais il ne faut pas oublier que la notion d'Outre-mer, elle est artificielle. C'est l'État qui nous a nommés Oui, Outre-mer. Mais exactement. un Tahitien ne se sent pas Guadeloupéen, un Guadeloupéen ne se Pas sent du tout, pas pas du Mahorais. tout. Vous Et je voyez, trouve on même ne se que connaît pas. outre-mer, en fait, ça n'a pas vraiment de sens, en fait. C'est Oui, pas c'est quelque chose artificiel. d'homogène. Oui. C'est artificiel. Donc, cette notion de sentiment d'appartenance s'est posée à nous. Donc, savoir, d'ailleurs, on avait lancé une consultation à l'époque auprès des gens pour savoir est-ce qu'ils se sentaient ultramarins, qu'est-ce qu'être ultramarin, est-ce qu'ils se sentent ultramarins et tout Qu'est-ce ça. que ça Euh, signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que les gens s'approprient ce terme ou ces espaces ultramarins? Il en est quand même ressorti que les gens
des différents territoires ont quand même plus ou moins les mêmes problématiques, en fait. On a les mêmes problématiques, l'éloignement, le changement qu'on a pu citer tous, hein, tous les petits soucis qu'on a pu citer tous, que Jordan et Bastien ont cités aussi, ils vivent tous plus ou moins la même chose en tant qu'ex-colonie. Et donc, du coup, euh, 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 est venue cette question de ces territoires, est-ce qu'on se les approprie? Est-ce qu'on en fait quelque chose? Est-ce que effectivement ça a une base artificielle, mais est-ce qu'on en fait une force? Se dire, ben, finalement, on a plusieurs choses en commun. Ils nous ont regroupés sous cette bannière des Outre-mer. Ben, finalement, peut-être que nous, on peut y retrouver un espace de discussion, d'échange et d'entraide pour faire en sorte qu'on devienne une force. Et que voilà, donc c'était un peu l'enjeu euh, de ce genre d'exercice. Et nous en sommes Oui. contents parce qu'il y avait des Antillais, il y avait des gens du Pacifique, Alors, je crois que tu dois avoir il y des avait petits des gens d'un problèmes peu de partout, de connexion. l'océan Oui, Indien, de Réunionnais. très bien. Mais en tout cas, ouais, donc j'ai bien compris qu'en fait, les clés pour s'adapter, pour toi, c'est vraiment se regrouper et être plus représentatif, se fédérer, en fait. Et voilà. Et Jordan, est-ce que tu peux justement présenter, comment dire, en détail quelques conseils, quelques actions phares que vous avez menées, enfin en tout cas celles qui ont le plus fonctionné depuis que tu es dans l'association Pélicarus, et puis aussi avec quelles structures vous travaillez, quelles institutions. Tu parlais notamment d'aider également au retour. Bah, quelles entreprises sont plus réceptives à ce genre de problématiques? Ok, donc justement sur ces sujets-là, aujourd'hui à Pélicarus, on est essentiellement concentré sur la préparation, donc de donner justement les armes aux futurs étudiants de pouvoir s'adapter. Donc, tacler justement cet enjeu, c'est un petit peu compliqué pour une petite association. Donc, nous, on agit en tant que maillon de la chaîne. Donc, c'est là où on a beaucoup de discussions avec la collectivité de Saint-Martin, l'éducation nationale à Saint-Martin, où là, on prépare justement les élèves à ce qu'est la vie en France, parce que vu notre expérience, eh bien, on a nos ces retours, on a toujours des jeunes qui intègrent l'association, donc on a toujours les dernières nouveautés, les derniers textes de loi, comment il faut s'adapter maintenant. On connaît ce genre de changement. Et à force de voir des élèves échouer une fois qu'ils arrivent en France, c'est en France hexagonale, ça a toujours été un chagrin pour nous. Donc, on s'est concentré à revenir sur la préparation, donc de faire en sorte que tout le monde ait le même niveau d'information, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui pensent qu'ils peuvent pas faire d'études, mais le système français permet aujourd'hui que tout le monde peut plus ou moins faire des études et avoir de l'aide. Donc, c'est vraiment faire en sorte que l'éducation à Saint-Martin soit vraiment tournée vers cette préparation parce que je trouve que dans le système français, eh bien, il n'y a pas vraiment cette préparation qui doit être autant plus importante pour les ultramarins que pour les personnes en France hexagonale parce qu'ils ont déjà plus ou moins cette habitude-là. Euh, à travers différentes choses qu'on fait avec les institutions locales. Donc, on a des événements tournés autour de la préparation. On a tout un programme de parrainage qui commence dès dans les écoles jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Pour donner un Juste, chiffre, oui, juste pour donner vas-y. un chiffre, là, la rentrée vient de commencer. Oui, Moi, j'agis comme parrain. J'ai traité à peu près 35 élèves qui est pour moi. Moi tout seul, sachant ça que fait beaucoup. j'ai mon travail, j'ai mes vacances et c'est pratiquement pareil pour les autres bénévoles de l'association. Donc, à un moment donné, c'est beaucoup de travail pour une personne et c'est pour ça qu'on Oui. on veut pas vraiment garder, comment dire, tout ce savoir-faire dans l'association. C'est pour ça qu'on veut travailler justement avec les entités parce qu'on veut que justement ils aient cette connaissance, comme, un petit peu comme David était en train de dire, pour pouvoir l'intégrer
dans des stratégies, dans des programmes, parce qu'ils ont ce retour qui est fait, ils ont des statistiques, ils ont des chiffres. La plupart du temps, personne ne veut parler tant qu'ils n'ont pas de chiffres. Eh bien, voici des chiffres ici, voici des chiffres là-bas, et bien, faisons quelque chose. Et aussi pour le retour, c'est quelque chose qui est tout frais chez nous. Ça a commencé en 2019. Il y avait pas mal d'entreprises, surtout à Saint-Martin, qui cherchent justement des candidats pour des postes clés. Et ils en trouvent, mais ils n'ont pas forcément le contexte local. Ils ont forcément genre, tout ce qui est, toutes les compétences, tous les diplômes, mais le contexte local manque. Et de là, nous, on s'est posé une question, comment en tant qu'association, on peut faire quelque chose pas trop lourd pour nous et qui peut servir aux autres. Donc, on a fait quelque chose qui est assez sympathique. On a créé un groupe LinkedIn dans lequel toutes les personnes qui ont une sympathie envers Saint-Martin peuvent intégrer. Et à l'intérieur, on y publie justement grâce à nos informaticiens des différentes offres d'emploi qu'on tire un peu de partout et qu'on publie justement sur le groupe. Et en discutant avec différentes entités locales, comme que ça peut être la Seine-Saint-Marc, la Chambre de commerce à Saint-Martin, où on leur donne justement accès à ce groupe. Et il y a une petite fonctionnalité qui est assez sympathique chez LinkedIn, où dès lors on a un accès administrateur ou modérateur, donc on peut trier justement les personnes en fonction des compétences. Donc ça facilite un petit peu le fait de chercher un candidat. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on essaie de développer nous-mêmes. Peut-être on va se greffer à une autre association ou un autre concept qui existe, mais aujourd'hui, on essaie déjà de déminer la problématique chez nous pour savoir par la suite, eh bien, on peut se greffer ici, on peut se greffer là, parce qu'à la fin, on essaie de donner une force à ce qu'on fait et on va pas se mentir, on a à peu près les mêmes problèmes un peu partout. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est de faire un blueprint, de s'intéresser à ce qui se fait dans les autres associations. Aujourd'hui, notre parcours de parrainage a été inspiré de l'association martiniquaise qui existe pour les étudiants, où on s'est beaucoup calqué sur eux parce que le parcours de parrainage était assez très bien implémenté chez eux, donc on a discuté et c'est une chaîne de solidarité, comme on dit. Oui, justement, j'ai essayé de contacter, tu fais référence à Martinique Ambition Jeune? Oui. Oui, j'ai essayé de les contacter, malheureusement, j'ai pas eu de retour. Alors, désolée pour le bruit que vous entendez peut-être. Effectivement, je suis chez moi, donc il y a certains bruits dont je n'ai pas vraiment, je ne maîtrise pas vraiment, c'est à l'extérieur. Et Bastien, justement, tu expliquais que vous aviez un programme d'activité, puisque quand Sciences Po a été créé initialement, il y avait très peu de visibilité des Outre-mer. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus et en quoi ça aide justement à s'adapter et puis s'adapter de notre côté en tant qu'originaire de territoires souvent insulaires qui arrivons dans un nouvel environnement et puis s'adapter aussi du côté des autres, enfin en tout cas nous intégrer pour ceux qui ne sont pas originaires de ces territoires et qui ont besoin d'en savoir un peu plus parce que l'adaptation, ça va aussi dans les deux sens quelque part et ça c'est facilité forcément si des personnes qui ne nous connaissent pas, ni notre culture, ni nos territoires, sont un petit peu plus familiarisées au sujet. Alors oui, l'association Sciences Po fait aussi beaucoup de conférences. Donc Sciences Po fonctionne beaucoup par ce système de conférences où si on veut connaître quelque chose sur un sujet, on organise une conférence avec un expert dans le domaine où on pourra en 2 heures vraiment acquérir, je dirais pas la connaissance infinie du domaine, mais au moins des bases solides sur le domaine. Donc nous, on organise vraiment beaucoup de conférences pour pouvoir faire entendre la voix des Outre-mer, les enjeux des Outre-mer et bien sûr ce qui se passe, ce qui se passe là-bas. Donc, ce sera sous des formats de 2 heures dans des amphithéâtres. On invite des experts dans le domaine. C'est déjà arrivé on a invité par exemple l'année dernière Yves Jégo, qui était ancien ministre des Outre-mer.
euh, vraiment, chaque année, on essaie de renouveler l'offre et de faire venir des personnes compétentes dans leur domaine et avec vraiment une référence au niveau Ah, national pour pouvoir permettre d'intéresser les métropolitains, puisque certes, des fois, on peut être amené à vouloir inviter une personnalité, mais cette personnalité sera connue que par les ultramarins et non par les métropolitains. Donc, le risque, c'est vraiment c'est qu'on aura dans ces conférences que des ultramarins et pas de métropolitains. Et là, l'objectif de l'association ne sera pas atteint. Donc, c'est vraiment d'essayer d'intéresser les métropolitains aux outre-mer, aux enjeux, et à travers cela, ça permet vraiment d'avoir une connaissance plus large des outre-mer en dehors de l'image caricaturale qui est la plage, le beau temps et il n'y a pas d'hiver. Donc, ça permet vraiment de pouvoir éviter certaines erreurs fondamentales et d'apporter une connaissance sur le domaine des outre-mer. Par et exemple, ça aide justement, excuse-moi de t'interrompre, ça oui, aide justement à mieux nous comprendre. Et est-ce que tu penses que ça facilite l'adaptation? Alors, tu utilisais le terme métropolitain. Il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas ce terme, mais en tout cas, ceux qui ne sont pas originaires des Outre-mer, est-ce que ça aide justement, déjà, est-ce que ces conférences sont ouvertes à beaucoup de personnes? Enfin, est-ce qu'elles sont ouvertes à tout le monde, même quand on n'est pas à Sciences Po? Est-ce qu'elles sont retransmises en direct ou est-ce que d'autres personnes peuvent participer ou est-ce que c'est fermé? non, Sciences Po est une association vraiment ouverte. D'ailleurs, en parlant est-ce que c'est ouvert aux personnes qui ne sont pas Sciences Pistes oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Même si on n'est pas D'accord. de Sciences Po, on peut adhérer à l'association puisqu'on fera des événements, enfin, on fait des événements dans Sciences Po qui sont accessibles aux gens qui ne sont pas à Sciences Po et des événements en dehors de Sciences Po. Et en ce qui concerne les conférences sont ouvertes à tous, puisqu'on a un quota d'externes où on peut vraiment faire venir des gens de l'extérieur. Et on s'organise aussi pour pouvoir faire une retransmission via Facebook. Donc, ce qui permet D'accord. d'avoir vraiment, de pouvoir toucher une population vraiment large et variée. Et ces conférences se déroulent quand à peu près cette année? Enfin, quel mois? Est-ce que c'est tous les trimestres? Est-ce que c'est tous les mois? Cette année, avec la nouvelle présidence, on s'est calé sur une fréquence d'une conférence par mois. Donc, D'accord. Alors, pour l'instant, faudra partager le oui, thème avec nous. il n'y a pas de souci, ça se fera. Et du coup, sur la question est-ce que ça permet vraiment aux métropolitains de connaître les Outre-mer? Je dirais que oui, car nos conférences sont souvent suivies par beaucoup de métropolitains. Et on remarque qu'il y a vraiment un intérêt autour des Outre-mer, justement. Euh, et souvent, à la sortie des conférences, ou même quand on échange avec les autres étudiants, quand on fait on tient des stands ou autre chose, quand on échange avec les autres étudiants qui ne sont pas ultramarins, on a souvent ces réflexions qui nous disent, ah oui, ça, par exemple, je ne savais pas, c'est pas retransmis dans les journaux. Ça, Oui. c'est un sujet intéressant qui mériterait d'être traité dans tel ou tel cours. Donc, ça permet vraiment de pouvoir intéresser ces étudiants à des enjeux qui sont différents des enjeux qu'ils ont l'habitude de traiter. Très bien. Alors, justement, donc, on approche la fin du live. Donc, n'hésitez pas, hein, bien sûr, vous avez, enfin, comme je disais sur Facebook, vous laissez vos questions dans les commentaires ou même justement vos commentaires. Donc, on en a plusieurs. Par exemple, il y a la Bello Johnson qui dit que les associations sont très importantes et que au début 90, j'ai remarqué à Nantes, je n'ai pas j'ai débarqué à Nantes, pardon, je n'ai pas croisé d'Antillais et 9 mois après, en fait, j'ai décidé de poursuivre mes études à Londres, qui était plus simple pour moi. Donc, est-ce que vous avez justement alors à la Maison des Outre-mer, à Pélicarus et Sciences O, est-ce que vous avez noté des cas de personnes comme ça qui finalement ont laissé tomber, entre guillemets, en cours de route? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'essayer de les convaincre de poursuivre ou d'essayer d'identifier quelles étaient les problématiques?
liées à ces difficultés d'adaptation? Personnellement, sur Lyon, oui, on a eu notamment des cas de gens qui n'ont pas continué. Oui. Personnellement, donc moi, en tant que vice-président, je ne dis pas que tout le bureau fait pareil, mais bon, moi, je n'essaie pas de convaincre les gens de rester. On essaie de leur donner les moyens, parce que je considère que, en particulier, le destin de chacun, bon, effectivement, j'essaie de comprendre pourquoi la personne veut partir. Si la personne me dit qu'elle ressent le besoin de partir et qu'elle a envie de partir, personnellement, je ne lui dirais pas qu'il ne faut pas le faire. Parce que je considère qu'on doit fonctionner en fonction de son ressenti et tout ça. C'est pour ça que justement, en amont, on essaie de mettre en place le maximum de choses possibles pour qu'elles se sentent bien et que ce choix-là ne soit pas conditionné par la difficulté de la vie rencontrée ici. Mais bon, voilà, je considère que c'est un choix personnel. Dans tous les cas, oui, il y a des gens qui ne tiennent pas. Oui, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'adapter, qui n'arrivent pas à se faire à cette vie en métropole pour diverses raisons. Et la chose la plus, comment je dirais ça, facile à mettre en place, enfin, pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien, que l'intégration soit réussie, comme le disait Jordan tout à l'heure, c'est, à mon avis, que cette personne puisse arriver dans un tissu social et humain le plus proche possible de ce qu'il connaît. Il n'y a rien de mieux que d'être accueilli par les siens, en fait. Parce que là, au moins, on trouve rapidement des repères et on peut voir la vie, les challenges que propose la vie dans un nouveau territoire. On peut voir ça avec un autre œil parce qu'on a une base solide sur laquelle s'appuyer. On a des gens qui nous connaissent, qui savent quelles sont nos difficultés, qui savent quelles peuvent être aussi nos aspirations ou nos craintes et sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir lancer son propre rêve personnel, son propre défi personnel, son propre challenge personnel. Donc, c'est de construire cette base sociale, culturelle et économique qui permettent de faire en sorte que les gens, quand ils arrivent, soient à l'aise. Et donc oui, là, très bien. je pense que ça fera chuter le taux d'échec. Très bien. Et de ton côté, Jordan, est-ce que j'imagine également que tu as côtoyé des personnes qui étaient peut-être découragées? Oui, ça arrive, comme David était en train de dire, ça arrive partout. Mais là où on est concentré, c'est sur comment rebondir. Et c'est là, à ce moment-là, où on fait appel à d'autres associations du Caraïbe qui est spécialisée justement dans l'éducation dans la Caraïbe, les programmes Erasmus, tout ce qui existe en France pour pouvoir rebondir en termes de formation. Et c'est là où on dit que, OK, genre, ça marche pas, voici les raisons, des raisons personnelles, on va pas rentrer dans le détail, on comprend, mais voici les autres options qui s'ouvrent à toi. Nous, aujourd'hui, ben, on est une petite asso, on peut pas tout faire, mais voici tout ce qui existe, voici où tu peux rebondir. On a cette chance aujourd'hui, mais une fois de plus, de dire que cette information, eh bien, on l'a aussitôt qu'on a envie de changer pour qu'on puisse tout le temps être dans une situation de réflexion et qu'on n'ait pas ce petit trou qui est du temps perdu et qu'on va jamais regagner. Donc, oui. Si la personne peut voir comment elle peut faire ses études un petit peu dans la Caraïbe, pourquoi pas? Parce qu'on a le cas des Saint-Martinois qui sont beaucoup plus anglophones que francophones, oui. qui sont pratiquement bilingues, qui veulent faire des études en anglais. Une fois quand ils arrivent ici, ils cherchent des écoles bilingues où ils essaient de pratiquement faire que des programmes Erasmus pour faire des échanges. C'est ce qui les intéresse, mais une fois que l'information est là, eh bien, la personne peut se dire, eh bien, j'ai fait une décision parce que j'ai eu toutes les informations. Et il y a des écoles, excuse-moi de t'interrompre, il y a des écoles qui proposent ça, justement, des cursus majoritairement en anglais. Il y a des écoles, on a eu une dernière à Perpignan, il y a Anna Thomas qui a fait
une école à Perpignan où elle avait justement cette possibilité, mais c'était une école privée. Donc, D'accord. une fois qu'on dit école privée, c'est un investissement, mais il faut le connaître. Mais Oui, il faut savoir ça. Et tu penses que de son point de vue, par exemple, je ne sais pas si tu as eu son retour, mais son adaptation était plus simple. Est-ce que tu penses que, parce qu'il y a un autre commentaire, par exemple, on dit quand on utilise les termes France continentale, hexagone ou métropole, ça garde une connotation négative pour les Outre-mer, donc de colonie. Est-ce que tu penses justement que enfin, quelle est la vision des autres personnes, les premières personnes auxquelles que vous côtoyez quand vous arrivez, et aussi y compris pour toi, Bastien, par rapport à ça, le fait qu'on vient d'un territoire d'outre-mer, on a parlé aussi des méconnaissances des gens. Est-ce que vous pensez justement que c'est une autre difficulté supplémentaire pour s'adapter? Oui, c'est une autre difficulté parce que dès lors qu'on se lance dans une conversation, eh bien, on remarque ces différences. Je vais prendre un exemple simple. Je vais dire à mon collègue, est-ce que tu peux me passer la timbale? Il va me regarder, il va dire Oui, timbale. c'est vrai. Non, c'est gobelet. Et tu sais, genre, même ces petites différences-là dans ces discussions te fait sentir une certaine différence. Après ça, moi, maintenant, j'en ris. Genre, il y a beaucoup d'autres exemples, goyave, bouillave, etc. Mais moi, j'en ris. Mais il y en a certaines personnes qui le prennent comme une grande différence et c'est là où il y a besoin de lui dire, t'inquiète, c'est pas grave. Ils n'ont pas Oui, forcément l'habitude, il ne faut le prends pas peur. dédramatiser. Voilà. Parce qu'il y en a certains, Dédramatiser. Ouais. ils le prennent genre tête premier, ils ont dit ouais, ceci, pointe du doigt. Ils n'ont pas l'habitude. C'est, c'est, c'est dommage. Moi, j'ai eu l'exemple au travail où je disais que je partais à Saint-Martin, où on me disait que ouais, genre, c'est pas la France. Oui, c'est la France. Mais on se retrouve dans ce genre de discussion. Ce sont des choses qui arrivent, mais comme Bastien était en train de l'expliquer avant, eh ce sont des choses qui vont s'améliorer au fur et à mesure et c'est à nous, association, Oui. de faire en sorte que nos voix sont entendues, un petit peu comme David est en train de le dire. Donc, s'adapter, c'est aussi essayer de dédramatiser, de ne pas forcément prendre tout de façon personnelle et d'accepter qu'il y a des personnes finalement qui n'ont pas le même niveau de connaissance en fait sur nos territoires. Donc voilà. Et Bastien, qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'en pense la même chose. C'est, comme l'a dit Jordan, c'est des différences qu'on remarque au quotidien dans le langage, même au niveau de l'accent. Des fois, ça peut se remarquer vraiment au quotidien, mais après, c'est là que je pense que se positionne le travail des associations et aussi des anciens, de ceux qui sont déjà passés par là avant nous. C'est de nous dire, vous savez, quand vous allez arriver en France, vous allez Oui. subir telle chose et il ne faut pas prêter importance et il faut continuer et être vraiment, comment je dirais, solide dans sa tête mentalement. Et c'est là Mhm. que je rebondirais sur le fait que moi, je pense personnellement que pour faire des études à l'étranger, enfin, premièrement, en France, il faut être très, très, très solide mentalement. Il faut vraiment avoir beaucoup de volonté et vouloir vraiment réussir. Et quand on arrive seul face à tous ces changements culturels, parfois ça peut être compliqué et c'est là que je comprends l'analyse que vous avez faite avec l'étudiant qui est allé à Nantes et après est parti à Londres parce que peut-être qu'à Londres, il y a beaucoup plus de Caribéens, donc il y a beaucoup plus de proximité et c'est beaucoup plus facile pour s'adapter. Donc c'est vraiment, moi je dis qu'il faut vraiment pour faire des études à l'étranger et ceux qui Mhm. échouent à s'adapter en France ou même à l'étranger, les États-Unis, Canada, c'est normal. Je pense que c'est peut-être une expérience à vivre. Et nous, à Sciences Po, c'est arrivé que des étudiants ultramarins ne puissent pas pouvoir continuer Sciences Po pour telle ou telle raison, parce que soit c'était trop difficile, soit ils se sont pas bien adaptés, ou bien pour d'autres raisons. Mais moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas le voir comme un échec. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rate quelque chose, à chaque fois que l'on rate quelque chose, pour moi, on apprend.
on gagne en maturité et on doit tirer des leçons de ces choses et se dire pourquoi on n'a pas réussi à faire telle ou telle chose, aussi bien du côté de l'étudiant, mais aussi de la personne qui l'accompagne. Vraiment dire pourquoi finalement, lui, mon accompagnement n'a pas réussi avec lui et vraiment en tirer des leçons et pour essayer d'aller de l'avant. Car c'est vraiment en faisant des erreurs qu'à l'avenir, on peut être meilleur, je pense. Oui, oui, très bien. Ben, je pense qu'on va clôturer ce live sur ton intervention. Alors, il y a beaucoup de commentaires, mais aujourd'hui, vous étiez timide sur Facebook. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. Donc vous avez encore quelques minutes rapidement avant qu'on clôture. Mais globalement, effectivement, donc, une partie de la réponse, donc les clés pour s'adapter lorsqu'on arrive dans l'Hexagone, ben, c'est déjà d'essayer de se fédérer, j'ai envie de dire. Donc, je pense que, enfin, j'ai tagué Pélicarus, la Maison des Outre-mer et Sciences O plus haut dans le post. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui ont besoin de vous contacter, ils peuvent le faire directement via les réseaux sociaux, enfin, vos pages Facebook, en tout cas, respectives. Et puis aussi, essayer de se fédérer, donc d'être mieux représenté, de faire peut-être un peu d'éducation, essayer d'être solide face aux préjugés, puisqu'on a parlé justement de certains termes qui sont utilisés, qui rappellent un peu le fait qu'on était des colonies, enfin voilà. Le vocabulaire aussi, qui fait aussi partie de notre culture, qui est différent en fonction des régions. Et, euh, et tout un tas de choses. Et puis, je suis sûre que vos associations ont aussi un intérêt à travailler ensemble. Donc, ça peut être aussi une piste, hein, parce que je pense qu'il y a des choses, il y a des associations, par exemple, il y a des choses que Pélicarus fait et que Sciences O ne fait pas ou la Maison des Outre-mer ne fait pas. Donc, je pense il y a certainement des pistes à explorer de ce point de vue-là. Et alors, je vois d'autres commentaires, mais il n'y a pas de questions aujourd'hui. Donc, il y a l'union fait la force, effectivement, comme on dit. Merci, Lydie. Et, euh, et je pense qu'on va clôturer le live parce que aujourd'hui vous êtes timide, mais c'est pas grave. Oui. Doris, je peux me Oui. permettre Oui. par rapport à la dernière question, s'il te plaît. Oui. Oui, vas-y. Il y a une petite notion juste dont j'aimerais parler, c'est on est dans un monde d'images et c'est bien de changer l'image, nous, qu'on a de nous-mêmes et que les autres ont de nous-mêmes. Par rapport à la dernière question, les gens, des fois, discutent avec nous, Jordan, tu le disais tout à l'heure, effectivement, la timbale, les choses comme ça, et les gens ont une image, lorsqu'on parle avec les métropolitains, c'est-à-dire qu'ils parlent de nous, ils pensent à nous, ils ont une image qui se sont fait de nous. Alors, à l'époque, les anciennes générations avaient une image très colonialiste, et je trouve, moi, de mon expérience aujourd'hui, c'est une image très... c'est des îles où il fait bon vivre, où on est là tranquillement à se laisser vivre. On ne nous voit pas comme des gens compétents, on ne nous voit pas comme des gens qui pouvons innover, comme des créatifs. On ne nous voit pas comme ça. On nous voit comme des mecs qui se laissent vivre, des mecs et des femmes qui se laissent vivre sur leur île magnifique. Et souvent, on me dit, mais pourquoi tu viens ici, tu es tranquille sur une île et tout et tout. Et je leur dis, sur mon île, tu crois qu'il n'y a pas de chômage? Tu crois que sur mon île, il n'y a pas de problème? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis ici quand je pourrais être aux États-Unis ou en Russie. On voyage. Et être sur une île, c'est pas la panacée, c'est pas une fin en soi. Donc on recherche des choses. Donc l'image que les gens ont de nous, mais tout d'abord l'image que nous on a de nous aussi, qu'on puisse nous aussi se voir comme des créateurs, comme des créatifs, comme des investisseurs, comme des gens qui ont du savoir-faire, qui ont des qualités. Et tout ça aussi, c'est très important que nous on se perçoive comme ça, parce que c'est parce que nous on aura changé l'image qu'on a de nous que les autres changeront leur regard sur nous. Et ça change beaucoup de choses, quoi, devant un directeur d'entreprise. Quand il te voit un ultramarin, il ne voit pas un mec qui potentiellement va arriver en retard, un mec qui potentiellement sera mou ou potentiellement sera qui voit un mec qui est dynamique, qui est créatif, qui est tout ça. Et des fois, on subit cette identité, cette étiquette culturelle, cette étiquette qu'on nous a mis, oui, et qui est celle du doudouisme ou d'autres choses. Donc, voilà, je voulais juste dire ça, dire que avant tout aussi que nous-mêmes, on change l'image qu'on a de nous, et ce qui fera changer l'image que les autres ont de nous. Oui, oui, effectivement.
Alors, je vous parlais également de, du lancement de nos guides Caraïbes Expat. Donc, nous avons justement un guide qui s'intitule S'installer, vivre en France hexagonale, qui est disponible. Donc, il est disponible sur notre site internet caraibexpat.com et aussi, je vais partager le lien dans ce post. Donc, vous pourrez le télécharger. Vous pourrez aussi y retrouver les coordonnées de nos 3 intervenants et de leurs associations si vous voulez les contacter également pour en savoir plus sur leurs actions. Et je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine. Donc, comme je disais, les Caraïbes Expat Live, ce sera tous les samedis à 9h, heure des Antilles. Attention, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a des personnes qui se sont trompées d'heure, malheureusement, mais c'est bien heure des Antilles. Donc, voilà. Et à cette occasion, justement, on abordera une des questions dont notamment Jordan a évoqué, qui est le fait de pouvoir revenir dans nos territoires et de s'insérer. Et à cette occasion, on lancera notamment les autres guides, donc s'installer et vivre en Guadeloupe pour ceux qui veulent revenir, et puis s'installer et vivre en Martinique, sachant que ces guides, en fait, Caraïbes Expat existe depuis 2013. On a fait pas mal d'interviews et on a eu pas mal de retours d'expérience dans différentes destinations, et aussi pour ceux qui choisissent de revenir vivre et s'installer aux Antilles ou en Guyane. Et donc, dans cette série de guides, il s'agissait aussi de populariser et de rassembler toutes les informations, tous les conseils qu'on a pu glaner au fil des années, parce que ça fait quand même 8 ans. Et il y a quand même plus de 4000 personnes qui sont inscrites sur le site dans 85 pays. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à y aller et faire un tour. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est justement pour éviter l'isolement. Donc, comment trouver des structures référentes, comment retrouver des repères culturels, des bons plans pour ne pas se sentir isolé, justement, ni trop nostalgique. Donc, c'est tout l'objet du guide sur la France hexagonale et aussi du guide Partir à l'étranger qui sera, lui, disponible également courant septembre. Et à l'inverse, lorsqu'on choisit de rentrer, quelles sont les organisations à contacter, les organisations de référence et les démarches à faire en ce sens. Et puis, est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des aides à la mobilité ou des structures qui peuvent aider à revenir vivre aux Antilles? Donc, ou alors en Guyane. Alors, cette année, on n'aura pas le guide de Guyane parce que ça faisait quand même beaucoup. D'un coup, 4 guides à préparer pour la rentrée. Mais on est déjà en train de travailler dessus. Donc ça ne saurait tarder. Et donc, j'aimerais remercier les invités et puis ceux d'entre vous qui nous ont suivis sur Facebook. Donc, merci beaucoup à vous. Et je rappelle que le replay du live sera disponible. Donc, il est déjà disponible sur Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Et puis, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour recevoir nos actus au fil de la semaine. Et je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous donne déjà rendez-vous samedi prochain à la même heure. Alors, le thème, ce sera a priori le retour en Guadeloupe. Quelle transition possible? Donc, je vous donne déjà rendez-vous samedi prochain et puis je vous souhaite bon week-end à tous, que vous soyez côté Caraïbes, donc voilà, et côté expatrié, donc dans le monde ou dans l'Hexagone, comme nos 3 invités aujourd'hui. À bientôt, bon week-end.